Bonjour chers étudiants, on se retrouve dans ce cours de problèmes économiques et sociaux. Je vais essayer de terminer ce troisième chapitre sur ce développement. On s'était arrêté au niveau des caractéristiques du sous-développement. Maintenant, on va aborder ce qu'on appelle les théories du sous-développement. Derrière toute réalité, il y a un effort de théorisation. On cherche à théoriser, à comprendre, à conceptualiser, à interroger le phénomène, émettre des hypothèses, poser des questions, donner des réponses, et à travers ces réponses, donner ce qu'on appelle des recommandations en matière de politique publique ou bien en matière de stratégie. Voilà ce développement, il est là, on l'explique à travers la théorie, et à travers la théorie, on cherche comment est-ce que on peut sortir du sous-développement, quelle stratégie adopter. Et donc, il n'y a pas une seule théorie, il y a plusieurs théories qui ont cherché à comprendre le phénomène du sous-développement. Et toujours, lorsque je dis qu'ils cherchent à comprendre le phénomène du sous-développement, je ne peux pas comprendre le sous-développement si je ne comprends pas le développement. Et si je comprends le développement, ça y est, c'est terminé, j'ai compris le sous-développement. Dans A, il y a non A. La réalité est contradictoire. Si je comprends le développement, ça y est, j'ai compris le sous-développement. Bien. Et vice-versa, si je comprends le sous-développement, je comprends le développement. Eh bien, parmi ces théories, il y a une théorie bien connue, c'est la théorie du cercle vicieux de la pauvreté, de Daniel Knox. Pour ce monsieur, cet auteur, le sous-développement s'auto-entretient. Ah là, c'est un économiste pessimiste. Donc, il nous dit que le sous-développement s'auto-entretient, s'alimente. يغذي نفسه أو يقوي نفسه, s'auto-entretient. Pourquoi le sous-développement s'auto-entretient pour Knox? Car les pays pauvres n'arrivent pas à sortir ou à briser le cercle vicieux. Voilà le schéma de ce cercle vicieux. Cercle vicieux, on dit en arabe حلقة مغلقة. كنقول شي واحد يدور في حلقة مغلقة ما قدرش يخرج من هذيك. Les pays sous-développés sont pauvres parce qu'ils n'ont pas de revenus, parce que les revenus sont faibles. Ou là, quand les revenus faibles, c'est parce que l'épargne est faible. Et si l'épargne est faible, c'est parce que les investissements sont faibles. Et si les investissements sont faibles, c'est parce qu'il y a peu de capital à investir. Et s'il y a peu de capital à investir, c'est parce que la productivité est faible. Et si la productivité est faible, parce que les revenus sont faibles. Et les revenus sont faibles parce que il y a pauvreté. وبالتالي هذا le monsieur, il est connu par sa belle phrase. Les pays sous-développés sont pauvres parce qu'ils sont pauvres. مثير للدهشة ولكن هذا هو le cercle vicieux. Les pays sous-développés sont pauvres parce qu'ils sont pauvres.
les pays sous-développés ont des faibles revenus parce qu'ils ont de faibles revenus et ainsi de suite. فهنا يعني on peut se demander واش هاد السيد هذا كيس كيلا خلانا في واحد الحلقة مغلقة لا هنا كيطرحوا تساؤلات des questions qui se posent. Pourquoi les pays pauvres sont pauvres ou les pays sous-développés sont pauvres parce qu'ils sont pauvres. Alors là, ça aide à interroger la réalité de ce développement. Les pays sous-développés sont pauvres parce qu'ils sont pauvres, donc il faut briser ce développement. Comment sortir de la pauvreté? Alors, les pays n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Donc, il faut résoudre leurs problèmes. Comment on va résoudre le problème? Il faut adopter des stratégies de développement pour briser la pauvreté. Si les revenus sont faibles, il faut mettre en place des stratégies de répartition de revenus. Il faut faire des investissements, il faut. La machine Knox nous a mis dans un cercle vicieux pour rester dans le cercle vicieux. Je pense que non. Au contraire, le cercle vicieux de Knox aide à interroger correctement la réalité des pays sous-développés. Au contraire. Là, je vais citer la thèse libérale du sous-développement. Alors, les libéraux, comment ils voient le sous-développement? Là, je vais citer un grand auteur américain, Walter Stove. Walter Stove, il est bien connu par un ouvrage très intéressant, Les étapes de la croissance économique. L'ouvrage, il faut l'acheter. Je considère que l'ouvrage de Stove, aujourd'hui, il est d'une grande actualité. Malgré les critiques adressées à Rostov reste un grand théoricien du sous-développement. Rostov, c'est quelqu'un qui a étudié le développement de l'Angleterre, la révolution industrielle. L'Angleterre وصلت للديفلوبمون économique. Il a vu dans l'Angleterre un modèle que l'Europe doit suivre. Effectivement, c'était une étude, un examen, une analyse approfondie, je dis bien approfondie du modèle anglais. À partir de cette étude, de cette analyse, de cet examen du modèle anglais, elle a dégagé ce qu'on appelle les étapes de développement ou bien de la croissance économique, que tout le monde doit suivre pour arriver. L'Europe, elle a bien sûr entamé le processus de Rostov, les étapes de Rostov. Et Rostov, elle est là pour nous dire les pays sous-développés sont sous-développés tout simplement, c'est un retard. Le sous-développement est un retard. Voilà, vous notez ça. Pour Rostov, le sous-développement, c'est un simple retard. Et quelqu'un qui est en retard, il doit faire des efforts pour arriver et toucher ceux qu'il avait devancés, bien sûr. Pour arriver à ça, il faut suivre un ensemble, bien sûr. Alors, quelles sont les étapes étudiées par Rostov, le modèle anglais, et que tout le monde doit suivre? Toute société, la société anglaise, la société traditionnelle. C'est quoi une société traditionnelle? Une économie de subsistance. Il n'y a pas souci d'accumulation, de dégager le profit, faire des investissements, etc. Alors, c'était une économie également spécialisée, la production des produits agricoles ou bien des produits primaires. Le taux de croissance est faible. Allez, c'est une étape. La deuxième étape, quels sont les préalables au développement?
Inspiré de l'observation des sociétés européennes 16e et 17e, il consiste en un changement des mentalités vers l'accumulation et l'accroissement du taux d'épargne. Là, la société commence à se développer. Il y a changement de mentalité dans le sens où on commence à assister à ce qu'on appelle une mentalité d'investissement. Une bourgeoisie qui est mue par le souci d'investir, de dégager des profits, hein, et de chercher la croissance économique. Une structure donc sociale tournée vers la croissance économique se met en place. C'est ce qu'on appelle le début de l'industrialisation. Qui a forcé le début de l'industrialisation? Si vous notez, la montée d'une bourgeoisie, une bourgeoisie qui cherche le profit, une bourgeoisie qui a le goût du risque, une bourgeoisie qui anticipe le futur, qui cherche à gagner, qui cherche à dégager le capital, à surinvestir. Donc, il y a l'étape de préalable au développement, il y a ce qu'on appelle un changement total de mentalité. Les mentalités changent à travers la montée d'une bourgeoisie, ce qu'on appelle les capitalistes, hein, qui cherchent bien sûr à gagner. La phase du take-off, le décollage, quand on parle de décollage, c'est l'apparition du progrès technique. Alors la technologie commence à gagner la société, hein, la recherche-développement, le taux d'investissement augmente fortement, hein, qui dit donc technologie, qui dit recherche-développement, qui dit savoir-faire, qui dit investissement, dit automatiquement croissance économique. Qui coïncide avec ce qu'avaient reconnu les pays développés, la révolution industrielle. La révolution industrielle. Dans la marche vers la maturité, hein, la diversification du secteur de production, donc le secteur de production qui est tâche primaire, donc il se diversifie. Il y a donc la technologie, les gains de productivité, il y a la montée des secteurs de services, etc. Et un élément important, c'est l'émergence de ce qu'on appelle la consommation de masse. Alors, les revenus se répartissent et augmentent fortement. Les gens commencent à consommer, hein. On assiste à un consommateur qui veut consommer, qui est volatile, il veut changer de produit, etc. Le niveau de vie commence à devenir élevé. Il y a, en raison bien sûr de l'émergence de nouveaux produits, les biens d'équipement, les loisirs, les services, etc. Alors, là, Rostov pose la question suivante. Sur quoi débouche-t-on donc après ça, donc après ces étapes, où va la société? Est-ce que c'est une société qui va donc non, Rostov, le génie de Rostov, il a posé des questions d'actualité de très très grande importance. Alors lorsque la société passe par toutes ces étapes, et nous avons dit que les pays sous-développés doivent passer par ces étapes, société traditionnelle, développement, take-off, la maturité, consommation de masse. Il faut boucler les étapes de Rostov. بالنسبة les pays européens. Sur quoi débouche-t-on? أنا vous corrige, débouche-t-on? فين غنمشيو؟ فين غتمشي la société? واش une société de loisirs? Hein, les gens commencent à s'orienter vers les loisirs. Une remise en cause radicale de la croissance quantitative. وهذا الشيء اللي كنلاحظو دابا هنا فاش j'admire Rostov ان il y a des économistes qui commencent à remettre en cause la croissance quantitative. Ils cherchent et se demandent la qualité de la croissance.
Alors, d'abord, nous regardons la qualité de la croissance. Quoi la qualité de la croissance? La croissance qui rapporte la santé, qui rapporte l'éducation, qui rapporte les loisirs, qui rapporte l'émancipation, qui rapporte la démocratie, qui rapporte toutes des choses nouvelles. L'émancipation de l'homme, la qualité de la croissance. إذا غنخرجوا من la croissance quantitative وغندخلوا في la croissance qualitative. ده موضوع كبير هذا وتكلم عليه روستوف هو دابا داكتواليتي كنهضروا عليه. وكيكون عندنا عاوتاني واحد ان élément important une grande interrogation posée par Rostov واش غندخلوا لا société de stagnation spirituelle يعني الروحانيات الجمود ديال الروحانيات le religieux où va le religieux est-ce que le religieux va connaître une crise conflit de religion un موضوع كبير civilisation guerre civilisationnaire stagnation spirituelle les gens leur dimension spirituelle va stagner c'est une question qui se pose au contraire c'est l'inverse. Il est difficile, nous dit Rostov, pour le moment, de s'avancer sur le profil et les porteurs de la société post-industrielle. Qu'est-ce qui va venir? C'est très difficile de se prononcer sur cette question. Voilà, bien sûr, cette théorie a ses limites. Hein. Les limites de cette théorie, c'est que pour certains économistes, Kuznets par exemple, qui considèrent que Rostov, c'est quelqu'un qui cherche à appliquer donc un modèle pour tous les pays, un modèle connu par l'Angleterre, qu'il cherche à généraliser pour les autres pays. Et bien sûr, les pays ne sont pas obligés de suivre les étapes de Rostov. Pourquoi? Parce que chaque pays est un cas particulier. Chaque pays est un cas particulier. Et que Rostov n'a pas précisé comment passer d'une étape à une autre, ce qu'on appelle les phases de transition. Rostov a gardé le silence ou bien il est resté flou, ambigu. كيفاش ندوزو على روستوف من société traditionnelle préalable كيفاش ندوزو على روستوف من préalable take off عطينا كيفاش ما عطاناش روستوف هاد لي باساج هادو كيقول لنا الكوزنات. Alors Rostov a gardé le silence. C'est une critique adressée les étapes de Rostov. Là, une autre critique adressée à Rostov, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre chaque étape. On peut sauter les étapes. C'est ce qui arrive aujourd'hui lorsque les pays en voie de développement reçoivent les technologies, les nouvelles technologies faites dans les pays développés. Ils peuvent sauter les étapes. Court-circuiter les étapes. On peut court-circuiter les étapes. Alors pour avoir l'ordinateur, peut-être l'Europe ou les États-Unis ou l'Angleterre ont fait un siècle. Alors au contraire, pour les pays en voie de développement, ils reçoivent l'ordinateur dans un laps de temps réduit. Alors donc leur productivité peut augmenter rapidement. Et donc il se met le court-circuitage. On peut court-circuiter les étapes de Rostov. C'est une critique importante adressée à Rostov. On peut sauter les étapes. On n'est pas obligé de garder les mêmes étapes. Bien sûr, on reproche à Rostov le caractère universel de cette théorie. Alors Rostov considère que cette théorie est universelle. Alors tout le monde doit suivre cette théorie, ce qui n'est pas évident. Parce que donc chaque pays est un cas particulier, chaque pays a ses spécificités socio-économiques et culturelles, donc on n'est pas obligé de suivre les mêmes étapes. Mais quand même, malgré ces critiques, je considère que la théorie de Rostov reste éclairante, il nous éclaire. Il nous éclaire sur ce qui s'est passé ailleurs. Comme ça, on peut tirer des leçons quand même.
Il y a voilà une théorie qui met l'accent sur les facteurs institutionnels de ce développement. Là, les facteurs institutionnels, l'école, c'est les néo-institutionnalistes. Ce sont les néo-institutionnalistes. Les néo-institutionnalistes. Alors là, je garde cette partie pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, je vous laisse pour la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, pour terminer,